Donc je ne veux pas rappeler les événements ou la séquence des événements qui nous séparent de la situation, du point que je faisais il y a une semaine sur la situation sur le théâtre syrien. Plutôt pour regarder ce qui s'est fait dans d'autres domaines afin d'introduire cette conférence. La Corée qui a procédé à de nouveaux tirs de missiles ce lundi et les essais des tirs de missiles balistiques réalisés par l'Iran il y a une dizaine de jours, je dirais de façon très en limite de ce qui avait été nos accords et notamment la résolution 2231 de l'ONU. Et puis l'année 2016, vous le savez, c'est aussi pour la France qui a été très promoteur de ce traité, le traité d'interdiction des essais, le 20e anniversaire de ce traité. Donc on est très heureux d'accueillir Jeffrey Lewis pour prolonger au fond des réflexions qui ont été menées notamment dans les précédents cycles de conférences avec Brad Roberts, avec Kazuko Suzuki, avec Pal Sidou. Moi-même, j'avais fait une conférence sur la dissuasion nucléaire la première année. Et vous le savez, cette question de la dissuasion, les problématiques de la prolifération sont une thématique récurrente de ce cycle de conférences. Jeffrey Lewis est professeur adjoint au Centre des études sur la non-prolifération de Monterrey. Il a été directeur du programme de non-prolifération et de stratégie nucléaire à la Fondation New America. Il est chercheur associé au Centre des études pour les relations internationales et la sécurité de l'Université du Maryland. Et il a publié de très très nombreux articles et ouvrages sur le nucléaire et la lutte contre la prolifération. C'est par ailleurs, je dirais, un habitué des cénacles et des think tanks français et aussi de la relation avec le CEA, où il est une des personnes ressources ou un des analystes ressources que nous mobilisons souvent dans des échanges de vues franco-américaines sur ces sujets. Comme discutant aujourd'hui Nicolas Roche, que vous connaissez aussi, parce qu'il est déjà intervenu comme débattant dans nos conférences, parce qu'il fait partie du comité de pilotage, parce qu'il est directeur de la stratégie du commissariat à l'énergie atomique, qui est un des organismes qui soutient la chaire. Il a été conseiller diplomatique au cabinet de l'actuel ministre de la Défense, ancien conseiller à Tel Aviv, et puis pour moi, ça vaut tous les viatiques. Il est un ancien élève de l'école des Chartes. Donc, il va être le débattant ce soir. Je rappelle toujours les règles du jeu, même si la plupart d'entre vous et lui-même les connaissent. Je vais passer la parole à Jeffrey Lewis pour 45 minutes à peu près, 1 heure. Ensuite, Nicolas interviendra, le questionnera. Et enfin, ce sera le temps de la salle. Et donc, Jeffrey Lewis, je vous passe la parole. J'aurais dû introduire... Alors, c'est vrai que ça a été un titre pour certains un peu sibyllin, parce que assez spécialisé, l'emploi des sources ouvertes pour l'étude de la prolifération nucléaire. C'est une approche... au fond, c'est le grand écart entre un domaine qui était un domaine extrêmement confiné et secret, et puis désormais un domaine qui est à la fois débattu et nécessairement plus ouvert avec... les moyens de communication, Internet, le décloisonnement aussi des échanges d'informations entre les cercles d'analystes ou de chercheurs dans le domaine. Donc une thématique dont l'intitulé était un peu sibyllin, mais vous allez évidemment à la fois développer cette problématique et nous expliquer pourquoi cette rentrée en matière. Je vous en prie, vous avez la parole. Well, thank you. Un grand merci. Bien sûr, c'est toujours un honneur et un plaisir d'être invité ici. Et avant d'arriver ici, j'ai dit à mon épouse que j'étais ravi de donner une conférence ici à la Sorbonne. Alors, j'étais très fier. Enfin, elle a vécu à Paris quelques années. Elle m'a dit tu ne peux pas faire ta conférence en français, donc ça ne compte pas. Bon. Bon, alors... effectivement, le public sera sévère. Toujours est-il que je tâcherai de ne pas trop accélérer le débit. C'est vrai que quand le sujet me passionne, j'ai tendance à me lancer. Bruno m'avait dit que, en parlant ici, j'ai un peu l'impression d'être un peu philosophe. Et c'est effectivement un peu en tant que philosophe que je voudrais parler, parce que ce qui m'intéresse surtout, avant tout, c'est l'épistémologie. Comment nous savons ce que nous savons.
et où nous allons. Vous savez, l'étude de cette question est assez mystérieuse parce que quand on étudie les problèmes de prolifération, les gens qu'on étudie n'aiment pas trop être observés. Alors comment savons-nous ce que sont les arsenaux militaires ou nucléaires plutôt des autres pays? Que savons-nous de leurs origines, etc. Alors quand j'ai commencé à me lancer dans ce domaine, il y a une vingtaine d'années quand même, la question tombait sous le sens. D'autres nous ont dit, si vous voulez savoir combien de têtes nucléaires la France avait à son actif, il fallait poser la question. Et en fait, il n'y avait pas moyen de savoir si on vous racontait la vérité ou non, si les éléments étaient précis, exacts ou non. Alors, on pouvait disposer de quelques informations techniques, on pouvait avoir moyen de juger un petit peu la véracité, la crédibilité de votre interlocuteur, mais enfin, ça se limitait à ça. Aujourd'hui, les choses se présentent de manière différente, surtout parce que nos vies ont beaucoup changé. Et il y a une anecdote, l'histoire d'un téléphone portable. Alors, avant de nous lancer dans les armes nucléaires, rappelez-vous, quand vous étiez gamin, la façon dont on se passait des photos de vacances. Je me rappelle que lorsque j'étais gamin, si on voulait partager avec d'autres une photo de vacances, c'était pas évident. Il fallait disposer d'un appareil photo qui n'avait qu'un seul usage, faire des photos avec une pellicule et 24 cadres, 24 photos, 24 images, et puis ensuite, après avoir pris les 24 photos, il fallait faire développer ces images, et puis alors, avec un peu enfin, c'était pas évident, ensuite on pouvait faire des doubles de ces photos, et ensuite il fallait y retourner à la boutique, et si on était très organisé, peut-être il fallait ensuite se rappeler au dos de la photo d'écrire où et quand la photo avait été prise. Enfin, ça supposait quand même une certaine intelligence, un certain sens de l'organisation. Aucun d'entre nous n'était assez malin. On regardait les photos, on ne se rappelait pas qui était sur la photo, où elle avait été prise, ni rien. Et puis ensuite, si on voulait en plus donc partager la photo à d'autres, enfin, l'envoyer à d'autres, non seulement il fallait en faire des doubles, il fallait la mettre dans une enveloppe, mettre une adresse sur l'enveloppe, mettre un timbre dessus, et puis la donner à un facteur qui allait physiquement, enfin ça faisait partie de son métier, physiquement donc livrer l'enveloppe à quelqu'un. Et lorsque votre destinataire recevait votre enveloppe, c'était là que le partage se faisait. Mais cette personne, ça s'arrêtait là. La personne n'avait qu'un seul exemplaire de la photo, elle ne pouvait pas ensuite la repartager ou la rediffuser auprès d'autres. Et autrefois, donc, le partage d'informations était une chose difficile. Et maintenant, si vous prenez votre appareil, votre téléphone portable en vacances, toutes ces difficultés s'effondrent, s'évanouissent. Vous prenez des photos avec votre appareil photo, avec votre téléphone portable, ça y est, la photo est automatiquement imprimée, développée. Si vous voulez la partager, elle est diffusée en ligne grâce à Facebook, et on peut prendre le même appareil qui a servi à prendre des photos, on peut ensuite prendre du Wi-Fi, ou on peut même utiliser ce qu'on appelle les données cellulaires pour diffuser les photos, etc. Et puis, il y a sur la photo ce qu'on appelle des métadonnées. Et alors, évidemment, si vous, à moins d'éteindre, de régler l'appareil pour éviter ce réglage, vous aurez tous ces détails, le lieu, la date, etc., et avec une très haute résolution. Et quand on y réfléchit, on se rend compte qu'il est devenu très peu coûteux de collecter, de recueillir des informations, de l'enregistrer, de la consigner, de la partager, de la diffuser, et pas simplement des photos de vacances. La quantité d'informations qui est disponible, qui existe dans le monde, est énorme par rapport à ce qu'elle était autrefois. Puis il y a une autre chose, ce qu'on fait avec nos téléphones portables. Nous avons tous des attentes un petit peu excessives de nos appareils, de nos téléphone portable. On se dit, voilà, si on prend la voiture, on va quelque part, le téléphone portable doit vous dire non seulement où nous sommes maintenant, mais la façon la plus rapide d'arriver à notre destination en nous donnant en temps réel l'état du trafic ici et maintenant et tout au long de la route. Et il y a 10 ans, c'était invraisemblable. C'était déjà beaucoup d'avoir ne serait-ce qu'une carte, mais maintenant c'est possible parce que les données sont absolument
partout, elles ont un don d'ubiquité, ce qui nous permet non seulement de partager des photos, mais on peut également comparer nos façons d'étudier la prolifération nucléaire. Pour en revenir à notre sujet. Alors justement, la prolifération nucléaire, on se dit, c'est probablement le sujet le plus soigneusement protégé, entouré du plus profond secret. Or, il y a quelques études de cas qui présentent justement des cas assez complexes et qui montrent qu'au bout du compte, c'est pas si difficile que ça d'avoir l'information, que l'information arrive très rapidement et la façon dont l'information est échangée va devoir évoluer. Alors, première étude de cas, des lanceurs de missiles qui avaient été aperçus en Corée du Nord. Alors, quand on parle de lanceurs de missiles, enfin, c'est du jargon, mais en fait, les missiles, évidemment, il faut les transporter sur des camions ou des chars, et pour trimballer un missile qui pèse assez lourd, il faut un camion assez spécial. Et donc, lorsque la Corée du Nord a présenter ces missiles sophistiqués destinés aux États-Unis, ce que les gens remarquaient, ce n'était pas tellement les missiles, mais les chars qui les transportaient, les camions. Et c'est pas nous qui avons fait ce travail, mais d'autres ont fait l'observation suivante, à savoir que ce camion ressemblait, à s'y méprendre, à un camion vendu en Chine. Alors, je devrais déjà préciser que là, c'est l'un des triomphes de l'ubiquité des données. Il faut se dire qu'il y a 20, 30 ans, avec un peu de chance, vous aviez sous la main ou dans votre bibliothèque tous les catalogues de camions construits en Chine. Enfin, ce serait pour le moins curieux. Même nous qui étudions les armes nucléaires, nous n'avons pas des rames entières de brochures ou de catalogues. Mais maintenant, puisque les constructeurs de camions veulent vendre leurs camions, ils mettent leurs brochures en ligne. Bon. Alors, autrement dit, on n'a pas besoin du temps qu'il aurait fallu il y a 10 ou 20 ans, parce que compiler tous les catalogues, aujourd'hui, en 2 minutes, on a accès à ces catalogues en ligne et on peut voir que ce camion qui était dans cette parade militaire était identique au camion vendu par ce constructeur chinois. Donc là, l'information est devenue immédiate, c'est devenu un incident diplomatique international et les Chinois ont dit oui, effectivement, c'est nous qui avons vendu les camions aux Nord-Coréens. Les Nord-Coréens nous ont assuré que c'était à des fins de bois de forêt. Alors, ils n'ont pas fait rire beaucoup de monde. J'ai pas fait rire beaucoup de monde dans la salle. Moi, nous, on a rigolé en disant, c'est ça. Oui, effectivement, ces missiles sont de drôles de grumes. Mais enfin, on a vu que la cabine du camion et le châssis, mais ce que nous ont dit les Chinois, c'est qu'ils ont vendu juste le camion nu sans les sangles et autres parties qui destinaient à arrimer les missiles. Était-ce bien vrai? Alors, sur ces photos, on n'y voit pas très clair, mais en général, j'ai une vidéo, mais c'est un peu compliqué à faire migrer. Vous avez en haut 4 plans, alors, on les voit peut-être pas très bien avec la lumière. Mais la Corée du Nord a diffusé un petit film de propagande très court qui montrait l'installation où justement les camions avaient été acheminés et où les lanceurs avaient été chargés. Et en haut, au milieu, on voit un cadre un peu noir, on voit un camion encore en rouge, parce que les Chinois les ont peints en rouge à des fins donc forestières. Enfin, ce qui nous a frappé sur ce bâtiment, ce hangar en quelque sorte, c'est que les fenêtres étaient un peu curieuses là-haut. Et si vous regardez ce bâtiment ici, là c'est un bel exemple, regardez ici dans cette salle, les fenêtres sont aussi assez inhabituelles. Et nous nous sommes dit que si l'on peut prendre des photos de l'intérieur de cette salle, et on pourrait le faire précisément dans cet amphi, et si on pouvait le modéliser, on aurait une assez bonne idée de ce à quoi ressemble l'extérieur de la salle. Nous savons que nous avons les murs latéraux sont droits, mais il y a un dôme à l'extérieur, puisqu'on a un demi-cercle
puisque vous avez les fenêtres qui suivent ce contour. Et c'était la même chose dans ce hangar, et ma collègue Melissa Hannum a ainsi modélisé le hangar ou l'installation où ces camions avaient été acheminés et où les missiles avaient été chargés. Alors, on s'est dit, voilà, ça ressemble à ça. Ça, c'est un modèle tout épuré, mais enfin, le modèle d'origine était plus compliqué que ça, mais enfin, c'était un hangar assez long, avec des hautes fenêtres d'un côté, pas de fenêtres de l'autre, une succession de fenêtres d'une certaine forme d'un côté, et puis cette espèce de structure qui ressemble, on ne sait pas si c'est un ventilateur ou autre chose qui se trouve sur le toit. Bon, toujours est-il, voilà, un bâtiment curieux. Mais si nous savions où ce bâtiment était situé, on n'aurait pas de mal à le repérer avec une photo satellite. Et dans notre établissement, nous avons des étudiants qui parlent toutes sortes de langues. Moi, je ne parle pas français, ça complique les choses. Enfin, il y a beaucoup d'étudiants qui parlent toutes sortes de langues, et il y a justement des Coréens, enfin des élèves qui parlent coréen. Et donc, on leur a présenté, il y a un certain nombre de transfuges qui ont donné des positionnements possibles de ces hangars. Mais enfin, ils ne sont pas très fiables. Ils vous donnent des endroits différents, échangent d'avis. Et même si tout le monde sait où se trouve l'endroit, on va vous donner différents de noms. Par exemple, une banlieue de Paris, on va dire c'est dans Paris. D'autres vous dira non, c'est près de Paris. Ou quelqu'un connaîtra le nom de la banlieue. Ou on vous dira le nom de la station de métro la plus proche. Enfin, on n'aura pas toujours nécessairement des noms concordants. Enfin, on a pris toute l'information et on a vu qu'il y avait, si vous voulez, un point d'accumulation autour d'une zone qui faisait quoi, de 10 à 15 km². Donc, c'est dans cette zone-là qu'on a focalisé nos photos satellites et regardez, on a trouvé assez facilement le bâtiment en question. Alors, c'est une autre chose qui a changé dans le monde de l'information, mais en général, regardez. Il y a 10-20 ans, j'aurais pu peut-être avoir le récit, le témoignage d'un transfuge, mais ça n'aurait pas été évident parce qu'on ne publie pas ces récits ou ces témoignages dans des bouquins. Il faut aller rencontrer secrètement le transfuge, le réfugié ou que sais-je. Maintenant, ces témoignages sont en ligne, il n'y a rien de plus facile que de les trouver. Et puis, si vous voulez trouver un endroit en Corée du Nord, on peut regarder bien sûr des cartes géographiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez les gazettes qui énuméraient des listes de lieux. Alors, avant même la latitude et la longitude, on avait une description approximative de la ville. Donc, par exemple, il y aurait dans cette espèce de long compendium, vous avez par exemple Paris, grosse ville. Bon. Enfin, maintenant les choses sont beaucoup plus précises, sont beaucoup plus localisées, et on peut assez rapidement repérer les lieux. Et on s'est vu que cette chose qui ressemble à un dispositif de ventilation a été acheté en même temps que les camions. Au début, la forme était strictement rectangulaire. Ensuite, cet espace de ventilation a été ajouté après. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que cette structure a exactement la taille des missiles, c'est-à-dire que cet espace a été construit parce que, de cette façon, les missiles pouvaient être mis à la verticale, placés à la verticale, avant d'être couchés sur le camion. Alors on a trouvé que c'était génial, on n'était pas peu fiers de notre déduction. Et puis ensuite, on a eu un moment de panique. Est-ce que vous remarquez que vous voyez que ce camion est quand même très très proche des parois? Alors essayez de faire un créneau là-dedans. Bon, alors on n'était pas tout à fait tranquille, on s'est dit finalement c'est peut-être pas là, et là c'est une leçon d'humilité, c'est-à-dire qu'on est tous experts à quelque chose, mais ma collègue Melissa m'a demandé son aide sur Facebook en me disant voilà, nous étions persuadés qu'il s'agissait du hangar en question parce que nous voyions les camions
dans ce hangar, mais on ne voit pas comment les amener à faire la manœuvre de stationnement, en quelque sorte. Mais le cousin de Melissa est justement conducteur de poids lourd, et il lui a dit, mais écoute, t'es un peu bébête, parce que tout le monde sait, enfin nous on ne savait pas, mais tous les chauffeurs vous diront, les camionneurs vous diront que lorsqu'on construit lorsqu'on pilote ou lorsqu'on construit plutôt des grands camions, on les met sur des espèces de grosses roulettes, on n'allume pas le moteur, enfin on transporte le camion lui-même, le camion lui-même sur un système de roues, enfin bon, et on le manœuvre comme ça. C'est pas le camion lui-même qui fait la manœuvre. Bon, alors effectivement, les Chinois ont vendu la cabine et si vous voulez l'arrière du camion, le châssis. Et c'est les Coréens eux-mêmes qui se sont débrouillés pour accrocher les missiles. Alors, il y a un épilogue assez malheureux à tout ça. Enfin, cette histoire avait beaucoup gêné les Chinois, à telle enseigne qu'il y a quelques jours, les Coréens ont annoncé qu'ils avaient un nouveau lanceur. On a regardé à nouveau le camion, on s'est dit non, on reconnaît ce camion, on l'a déjà vu. Et en fait, effectivement, c'était un camion chinois. Et les Chinois ont dit oui. Et, on leur a vendu ce camion à des fins forestières. Ah, la bonne blague. Voilà. C'était l'anecdote du jour. Enfin, c'est l'un des trois exemples, l'une des trois études de cas. Ça, c'était le cas numéro 1. Le numéro 2, concerne l'Iran. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, les États-Unis, la France... je crois qu'il y avait d'autres pays, je ne me rappelle plus lesquels. Enfin, ces pays, donc, ont participé à des négociations avec l'Iran autour du programme nucléaire du dit Iran. Et à mesure que les négociations ont progressé, au moment où elles arrivaient à un moment critique, et là, ça semble être un phénomène strictement américain. Enfin, dès que les négociations aux États-Unis atteignent un moment critique, il y a des fuites. Alors, enfin, ou une conférence de presse, enfin, l'un ou l'autre, pour faire dérailler les négociations. Et là, la conférence de presse en question, c'était un groupe dissident iranien qui a annoncé qu'au moment même où l'accord allait être formalisé, c'était l'accord intérimaire à Lausanne, donc, eh bien, l'Iran était en train de construire des installations de centrifuges en violation totale avec les accords qui était en train d'être signé. Alors, évidemment, ça a causé une panique. Ce genre de fuite, évidemment, a toujours des effets remarquables, même si elles sont fausses, parce que les rumeurs, il faut un certain temps pour les rectifier. Et là, on disait, voilà, il y a dans cette installation un ascenseur qui vous emmène à 100 pieds sous terre, et ensuite il y a un tunnel qui vous emmène... dans une salle en forme de croix. Enfin bon, je vous montrerai une diapo qui présente l'image en question. Toujours est-il que, d'après ces rumeurs qu'on nous disait, enfin c'est ce qu'on nous a annoncé, le milieu du renseignement américain n'avait jamais entendu une telle affirmation et ne savait pas du tout ce que c'était que cette installation. Alors, il se pourrait qu'il n'y ait rien du tout. C'est-à-dire que si je construis une salle destinée à rien du tout, ça ne va pas faire de problème. Mais enfin, si c'était vraiment une centrifugeuse, un concentrateur nucléaire, bon, ça posait problème. Donc nous avons commencé à nous pencher sur la question. Et alors ensuite, il y a l'image suivante. Nous avons constaté qu'il y avait des choses un peu curieuses au sujet de cette affirmation, de cette rumeur qui avait été fuitée. Alors d'abord, on a beaucoup de données satellites, et ça c'est et encore à propos, le nombre d'images satellites vont se développer de manière exponentielle parce qu'il y aura des sociétés dont le rôle sera de prendre des photos de toute la surface de la Terre tous les jours. Alors c'est absurde, même si on trouve ça génial, c'est quand même un peu absurde. Bon, mais il y a
ce site a été largement couvert, mais enfin, c'est tous les 6 mois depuis 10 ans qu'on photographie ce site par satellite. Enfin, rien ne semblait indiquer qu'au cours pendant la période, disons, évoquée par les dissidents, rien ne faisait penser qu'il y avait une telle construction. Alors, il y avait peut-être des travaux en sous-sol, mais enfin, si on enlève, si on déblaye, si on creuse la terre, il faut quand même déblayer et transporter la terre quelque part. Il aurait fallu voir des camions, il aurait fallu voir des colonnes de ventilation. Bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un grand trou qui est creusé, puis ensuite qui est recouvert. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les Iraniens avec leur première installation. Donc, il y avait quelque chose qui ne tenait pas la route. On se disait, enfin, la géographie des lieux, la description de la façon dont le site avait été construit, la date donnée ne semblait pas collé avec l'information, le renseignement dont nous disposons. Donc déjà, il y avait quelques incertitudes. Et puis, il y avait autre chose qui ne collait pas. Les dissidents affirmaient qu'il y avait une porte blindée en plomb qui était là pour protéger contre les radiations de l'uranium hautement enrichi. Mais alors, vous savez, dans le milieu du renseignement, souvent on m'invite à prendre la parole dans différents endroits, pas toujours dans des salles aussi prestigieuses que celle-ci. Quelquefois, d'ailleurs, justement, c'est des installations d'enrichissement nucléaire. Il n'y a pas des portes comme ça, blindées en plomb, là, non. Donc, d'abord, on n'avait pas trouvé ce type de porte. Mais on dit, voilà, cette porte est là, installée dans la facilité. C'est facile à voir. Et puis, quelqu'un d'autre a remarqué que cette porte avait été produite par un constructeur de coffre-fort. Elle n'est pas dans un sous-sol d'une installation de centrifugée, elle est quelque part dans un entrepôt. Et il y a quelqu'un qui a découvert le site web de la société qui construisait ces coffres-forts. Alors, de même que pour les camions l'autre fois, vous auriez pu trouver il y a 20 ans peut-être les brochures d'un fabricant de coffres-forts iranien. Ça n'aurait pas été évident. Ça aurait mis du temps à trouver l'erreur il y a 20 ans, mais aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile parce que justement, la société qui fabrique ces coffres-forts a son site Internet. Bon, on était quand même un peu vexés que quelqu'un d'autre ait pu trouver l'information avant nous. Alors, on a essayé de voir si nous pouvions faire mieux de notre côté, puisque nous connaissions l'adresse de la société en question, puisque nous avions la photo du bâtiment. Et regardez cette fenêtre un peu avec un arc. On s'est dit, voilà, on va faire la même chose que pour le hangar coréen, pour voir où se trouvait le coffre-fort. Et puis alors justement, la société dispose d'un certain nombre de photos justement de l'extérieur des bâtiments où sont entreposés les coffres-forts. Donc on a obtenu ces photos. Alors on a l'adresse de la société, donc on est allé sur place. Et puis très rapidement, on a pu faire une photo de satellite qui a montré l'installation. En fait, vous avez les trois toitures grises l'une à côté de l'autre. Alors on n'a pas reconstitué le modèle, c'était un peu bête. Une fois qu'on avait tous les éléments et qu'on avait trouvé l'adresse, on s'est rendu compte de quelque chose sur une des photos. Je ne sais pas si vous voyez très bien d'ici, mais c'est assez difficile à lire en fait. Mais sur le bâtiment en briques à l'arrière, vous voyez le chiffre 9. C'est l'adresse de la rue. Donc on s'était donné tout le mal de géolocaliser, mais enfin si on avait fait un peu attention à la photo, on avait vu que l'adresse était écrite, pour ainsi dire, noir sur blanc. Alors bon, déjà l'histoire avait l'air un petit peu branlante. Mais ensuite, j'utilise la porte comme bonne transition. Voilà, une photo, vous voyez les petites portes en verre. Au fond, ça, ce sont de véritables portes dans un véritable lieu d'enrichissement en Iran. Et mon collègue travaillait au bureau de Vienne. Il a pris toutes les photos qu'on avait des installations d'enrichissement iraniennes. Et ça, c'est vraiment la centrale d'enrichissement pilote. Là où ils ont mené toute leur recherche et développement. Ça, c'est une véritable installation iranienne avec de véritables centrifugeuses qui enrichissent l'uranium. Et donc, la question est de savoir si ce truc en dessous de la Terre était aussi la même chose. Donc, elle a pu modéliser
Ce bâtiment, et là en particulier ce qu'a pu faire Tamara, c'était modéliser les centrifugeuses. Les Iraniens aiment bien les montrer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très utile pour tout le monde. On les a mesurés puis modélisés. Et ce qu'a fait Tamara, c'est qu'elle s'est rendue compte, d'après toutes les photos, que ce serait là la configuration interne de cette installation d'enrichissement. Celle-là en particulier, les petits points noirs sont les centrifugeuses. On les met en cascade, comme on les appelle, et vous voyez qu'elles sont toutes regroupées. Et puis, il y a des espaces périphériques. Ça, c'est pour une raison industrielle très simple, c'est qu'il y a énormément de matériel périphérique. Bon, là, je deviens un peu ennuyeux, je le sais. Mais c'est un petit peu intéressant parce que les gens qui inventent tout un tas de choses ne se préoccupent pas d'inventer les détails ennuyeux. Ils se passionnent pour les centrifugeuses quand ils inventent, mais quand ils créent leurs installations d'enrichissement fictives, ils ne laissent pas de place pour les autoclaves qui chauffent le mixofluoride, l'exofluorure qui va dans les centrifugeuses. C'est ennuyeux, mais c'est très révélateur. Et donc Tamara a repris ce modèle d'une installation iranienne réelle, d'à peu près la même taille, et elle a comparé. Là, vous voyez le bâtiment en gris, c'est cette centrale supposée en Iran. Le bâtiment en jaune, c'est un exemple d'une véritable installation de recherche en Iran. Et en bas, vous voyez les installations d'enrichissement nord-coréenne. On ne voulait pas simplement sélectionner un seul modèle, on voulait vraiment s'assurer d'avoir tout un tas d'options. Et là, ça ne ressemble vraiment pas du tout à ce drôle de bâtiment avec les 3 branches. Et là, d'ailleurs, ça c'est un magnifique exemple. Vous pouvez voir la maquette. C'est une maquette de centrifugeuse où il y a énormément de place pour tout le matériel périphérique. Nous étions donc arrivés à un point où on commençait à avoir de sérieux doutes sur cette histoire. La question de la porte, bon ça c'était un mensonge éhonté. C'était pas une porte souterraine, elle était dans un entrepôt. On pouvait même vous donner l'adresse de l'entrepôt. Et puis les installations d'enrichissement n'ont pas ce genre de porte. Et puis, très franchement, ce qu'ils nous avaient décrit ne ressemblait pas vraiment à une installation d'enrichissement. Mais on aurait quand même bien aimé faire un petit tour à l'intérieur. Et c'est là qu'on a trouvé ceci. Je ne sais pas comment vous décrire cela. Là, on en revient à ce drôle de petit appareil-là. Encore une fois, on pense qu'on a le droit divin quasiment à avoir des informations en temps réel sur la circulation. Moi aussi, je crois que j'y ai le droit. Pas de problème. Mais tout cela, ça appartient à des sociétés de cartographie. Si vous utilisez Apple Cart ou Google Maps, il y a des personnes qui pensent que ces informations devraient être libres et accessibles à tout le monde et pas contrôlées par de vilaines entreprises. Donc ils construisent ce que l'on appelle OpenStreetMaps. La question est de savoir que si vous allez construire OpenStreetMap pour l'ensemble du monde, comment va-t-on recueillir les données? Eh bien, on trouve des volontaires qui allument leur téléphone portable pour enregistrer chacun de leurs itinéraires. Et il se trouve en fait que l'une des personnes qui a participé à ce projet, je l'adore ce type. Je ne peux pas vous parler de lui parce que je ne souhaite pas qu'il soit viré, mais l'une des personnes qui a participé à OpenStreetMaps travaille pour une société allemande qui a des affaires dans cette installation et dans le cadre des traces qu'il a chargées sur OpenStreetMaps, il y en a 4 là, on en voit une seule à l'écran, 4 traces où on le voit entrer et sortir de ce bâtiment. On a pu, en ligne, trouver la personne qui est entrée dans le bâtiment qui, supposément, était une centrale d'enrichissement iranienne souterraine. Et ces streetmaps étaient extraordinairement utiles. Elles nous ont beaucoup révélé de choses. L'une des choses que cela a montré, c'est qu'il y a de la sécurité, des points de contrôle partout. On ne peut pas s'approcher de ce bâtiment sans être arrêté. Mais là, on a un chronométrage de son itinéraire. On peut voir quand il est coincé dans les bouchons et on peut voir vraiment
qu'il n'y a pas de point de contrôle. Il entre directement avec sa voiture quasiment. Il ne s'est jamais arrêté, il n'a pas montré son petit badge d'entrée dans l'installation secrète d'enrichissement. Donc, on l'a contacté pour lui poser la question, tout simplement. Lui demander, il y a un groupe dissident qui dit que ce bâtiment pourrait fabriquer des passeports, fabrique des passeports, mais il pourrait y avoir une installation d'enrichissement dans le sous-sol. Qu'est-ce que vous en pensez? Et lui, il a pu dire très exactement combien d'entreprises occidentales travaillent dans ce bâtiment, parce que soit ils fabriquent des passeports, soit des cartes d'identité. C'est un bâtiment qui fabrique des documents sécurisés et son entreprise fait des machines de sérialisation. Bon, voilà, vous croyez que les armes nucléaires c'est ennuyeux, mais lui, il fabrique les entreprises, son entreprise fabrique les machines qui mettent les numéros sur les passeports pour que chaque numéro ait un passeport différent, et les Iraniens ont sous-traité à cette entreprise allemande. Il ne m'a donné que son nom et pas le nom de sa société. Il ne m'a rien raconté d'autre sur lui-même. Mais vu qu'on a accès à Internet, je vous ai parlé des photos de vacances qu'on poste. Et lui et sa femme aiment courir. Ce sont de véritables personnes. Je peux vous parler de ses hobbies, je peux vous donner le nom de son entreprise, et son histoire s'est vérifiée. Et lui, ce qu'il disait, c'est que il y a quelqu'un quasiment 24 heures sur 24 de sa société dans ce bâtiment. Donc lui, il pense que c'est vraiment incroyable de penser qu'il y a eu des moments où on fermait tout le bâtiment pour faire entrer des bonbonnes d'uranium dans le bâtiment. On le savait. On savait que cette histoire était un peu idiote dès qu'on a commencé à nous mentir pour l'histoire des portes, mais ça a été vraiment incroyable de pouvoir mettre le doigt sur une personne qui a pu rentrer. On a trouvé aussi pas mal de personnes qui ont réussi à rentrer, mais ensuite on a publié tous nos résultats et on s'est dit que s'il y avait quelque chose d'autre d'intéressant, eh bien d'autres personnes un peu plus étranges nous le feraient savoir. Alors, dernière anecdote. Revenons en Corée du Nord. J'allais vous montrer un petit film, mais je crois que ce serait vraiment trop fastidieux. La Corée du Nord a publié une photo de Kim Jong-il qui regarde un sous-marin lancer un missile. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. On ne se serait pas attendu à ce que la Corée du Nord soit très bonne dans ce domaine, donc il était vraiment satisfait de lui-même. Et il semblerait que l'on voit l'allumage du missile, il sort de l'eau et puis le moteur s'allume et il semblerait que l'on voit le missile s'élever en l'air. Et nous souhaitions vraiment passer cela au crible. La vidéo de propagande d'origine, si vous la regardez, ça vous donnerait vraiment une crise d'épilepsie parce qu'on voit le lancement de 4 caméras différentes et on a vraiment l'impression qu'il y a 3 lancements différents. Nous avons donc analysé la vidéo pour mettre côte à côte tous les différents plans, tous les différents angles pour les voir en même temps. Et là, on voit des choses intéressantes. Les 2 images du bas, regardez. On a l'impression que c'était 2 essais différents, mais ce sont simplement des images inversées l'une de l'autre. Ils ont donc renverser l'une des images et simplement zoomer sur le missile. Et vous voyez ce missile qui s'élève comme un phénix dans les airs, eh bien ça a été réutilisé de 2014 et c'était un test de Scud. Et là, ça nous a vraiment intéressés. On se demandait, mais vraiment, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces Nord-Coréens? Pourquoi? Parce que si vous réussissez à lancer un missile, vous y arrivez et puis vous montrez le film. Il n'y a pas besoin de faire tous ces montages, ces effets spéciaux. Alors, on s'est rendu compte de quelque chose qui avait l'air vraiment déplacé dans la façon dont s'allume le missile. Et donc on a ralenti le film pour l'étudier image par image et on a vraiment l'impression que le missile avançait quasiment comme un train. Il éjecte du feu, encore, quasiment comme une locomotive à vapeur. Et ça n'est pas normal. Donc nous avons repasser le film par rapport à un missile soviétique qui avait un autre essai. En fait, c'était une copie d'un missile soviétique. Et si vous
organiser cela de façon chronologique, on voit clairement, si vous voyez l'image en noir et blanc, le missile soviétique a un joli panache et il avance comme cela quand il s'allume, alors que le missile coréen n'a pas de panache, ça ressemble plutôt à une explosion. Et donc on a pris le dernier plan de la vidéo qui était la plus longue, et plus on ralentit pour passer cela à la loupe, et on voit que la raison pour laquelle ils ont coupé le film ici, c'est que le missile explose. Et là, vous voyez que la plupart du missile est maintenant recouvert de flammes. Là encore, c'est difficile à voir au projecteur, mais si vous prenez l'image haute résolution, on peut voir de toutes petites étincelles, très brillantes. Et ces étincelles, c'est du métal en fusion qui est éjecté lors de l'explosion du missile. Ça a été vraiment amusant pour nous à faire. C'est la dernière diapo, là. Mais il semble que l'histoire revienne à son point de départ. De plus en plus, nous nous sommes rendus compte de quelque chose concernant la Corée du Nord et l'Iran. Nous avons publié ces résultats et ils les ont lus. Et ensuite, ils ont commencé à faire de petites manipulations pour que ce soit plus difficile pour nous de les espionner. Une fois, par exemple, qu'on a localisé un essai de missile en regardant par-dessus l'épaule de Kim Jong-un pour voir à quoi ressemblait le terrain, eh bien, les Nord-Coréens ont commencé à mettre des écrans verts derrière pour que ce soit plus difficile à localiser. Et puis, il y a énormément de preuves selon lesquelles les Nord-Coréens commencent à photoshopper les images, à les retoucher. Et puis, ils ont publié des plans précédents d'un essai qu'ils avaient fait auparavant, et nous pensons que ce sont des images de synthèse. Et puis, il y a cela, où ils essayent vraiment de monter un film lorsqu'ils le présentent en espérant que nous allons tomber dans le panneau. Et je soulève ce point parce que d'un côté, j'ai vraiment l'impression d'être un gamin dans un magasin de bonbons avec toutes ces données que l'on peut récupérer de partout, et les gens sont vraiment tellement idiots qu'ils mettent tout en ligne et il suffit de se pencher pour les récupérer. Mais les méchants commencent à être de plus en plus intelligents, ils commencent vraiment un peu à empoisonner, pour ainsi dire, ces données, donc il faut vraiment les prendre avec de très grosses pincettes. Mais ce que j'adore avec ce dernier exemple, c'est que ça n'est pas parfait. Ils essayent vraiment de donner l'impression qu'un essai raté a réussi. Et il suffit d'une toute petite erreur. Sur l'un des 4 films qu'ils montrent, eh bien, ils l'ont laissé durer seulement 2 plans de trop, mais on a quand même réussi à les coincer. Mais pour moi, cela pose une question éminemment intéressante, parce que quand j'ai commencé avec la question de savoir comment savoir de combien d'armes nucléaires disposent certains pays, comment ont-ils obtenu la technologie, comment est-ce que l'on peut faire ces évaluations, et ce que cela promet de nous livrer, je crois que c'est pour ça que ça reste intéressant, c'est qu'il y a énormément de données, beaucoup plus de données que ne pourraient les exploiter ou dont ne disposaient même les gouvernements et les experts du renseignement il y a 10-20 ans. On peut faire des choses vraiment incroyables, mais ça n'est pas si simple que cela. Parce que, à mesure que cela se produit, la plupart des pays commencent maintenant à se lancer dans ces mesures de désinformation pour nous compliquer la tâche. Et donc, l'une des questions qui va nous être posée est de savoir si l'on peut rester en avance. Quand je parle à des financeurs, je leur dis seulement si vous nous faites un gros chèque. Lorsque je parle à un public, je leur dis tout dépend. Je crois qu'on ne peut pas faire cela tout seul. Il faut que d'autres établissements, d'autres groupes nous aident. Mais pour moi, c'est éminemment prometteur. C'est très utile d'étudier ce sujet. Merci.